lumineuse, qu'est-ce que c'est? C'est une pollution qui est liée à la présence excessive d'éclairage artificiel et donc il y a des effets négatifs sur l'environnement et l'homme. Donc déjà au niveau de la biodiversité, ça a pas mal, d'effets négatifs puisque en fait une grande partie des animaux sont actifs la nuit. Donc par exemple les insectes, ils peuvent être attirés par la lumière. Mais du coup, donc là, vous en voyez souvent, hein, autour des lampadaires, notamment, mais en fait, ils s'épuisent autour du lampadaire au lieu d'aller, se nourrir et se reproduire. Donc ça perturbe, complètement leur comportement. Il faut savoir qu'il y a 60 des insectes, nocturnes, qui sont des pollinisateurs et donc à terme, ben, pour ces populations d'insectes, c'est quand même, assez néfaste. On peut citer aussi les rapaces nocturnes, qui deviennent plus visibles par leur proie, alors qu'ils sont complètement adaptés, à la chasse, dans l'obscurité, hein. Donc ils ont vraiment, une vision, nocturne très, très efficace, une ouïe très développée, et même au niveau des plumes, ils ont des adaptations pour un vol, silencieux. Donc s'ils deviennent visibles, ils auront moins de succès, dans la chasse. Et enfin, les chauves-souris. Donc les chauves-souris, c'est quand même très important aussi, ils sont très, très impactés par la pollution lumineuse. Alors il y a plusieurs types, hein. Il y a des espèces qui fuient complètement la lumière, donc ils sont vraiment, lucifuges. Donc les routes, par exemple, qui sont bordées de lampadaires, elles sont complètement infranchissables, pour elles. C'est vraiment pas du tout possible. Il y en a d'autres qui trouvent, une opportunité justement aux lampadaires puisqu'elles observent qu'il y a beaucoup de d'insectes en fait, et donc du coup, elles vont passer leur temps à chasser auprès des lampadaires. Donc on peut se dire que c'est plutôt une bonne chose puisque c'est là qu'elles retrouvent de la ressource alimentaire. Sauf qu'en fait, ça baisse, la diversité des insectes, qu'elles vont consommer et donc ça va baisser le la qualité de leur alimentation. Ce qu'on observe aussi, c'est que les insectes, du coup, ont tendance à se rassembler, autour des lampadaires, donc des zones, éclairées, puisqu'ils sont attirés par la lumière. Mais du coup, ça vide un peu les espaces, par exemple, ruraux qui sont aux alentours. Ça vide en fait ces espaces-là des insectes et donc les chauves-souris, du coup, qui sont lucifuges, bah, elles trouvent moins à manger et en moins grande, diversité, puisque ça concerne que certaines, espèces. Voilà, donc tout ça, c'est un problème et puis, en fait, il y a énormément, d'autres espèces d'animaux qui sont très impactés par cette pollution lumineuse. Donc ça peut être, les oiseaux, migrateurs parce que, par exemple, ils se repèrent, par rapport, aux étoiles. Donc quand il y a des gros halos lumineux, du coup, ça leur perturbe, leurs repères. Il y a les petits mammifères aussi qui ont des activités, nocturnes. Les vers luisants, hein, typiquement, ils sont, vraiment en grande, grande régression puisque en fait, pour la reproduction, alors je sais plus si c'est le mâle, ou la femelle, je crois que c'est la femelle, qui éclaire et donc du coup, c'est comme ça qu'elle se fait repérer par les mâles, ou l'inverse, hein, je ne saurais plus vous dire. Mais du coup, bah, en fait, il y a tellement de lumière partout qu'en fait, ils peuvent pas se trouver, pour se reproduire. Voilà, alors il y a d'autres effets, négatifs, hein. Nous, on travaille plutôt sur la biodiversité, donc je vous en parle, mais il y a aussi, d'autres effets, hein. Donc, au niveau de la santé humaine, ça provoque, un dérèglement de l'hormone du sommeil, hein, donc c'est lié à la mélatonine. Donc ça baisse en fait la production d'hormones liées à la lumière, artificielle nocturne et ça peut provoquer des insomnies. Donc ça, typiquement, c'est pour ça qu'on dit souvent, que les ados, il faut pas, qu'ils fassent d'écran avant de dormir parce qu'en fait ça empêche le sommeil de dormir et donc là, au niveau, de la lumière artificielle extérieure, donc on a ce qu'on appelle le phénomène de de lumière intrusive, donc qui fait que, bah, en fait, les lampadaires souvent ils sont à hauteur d'appartements ou de maisons dans lesquelles les gens dorment et donc les gens voilà, ne peuvent pas dormir puisqu'en fait ils ont la lumière du lampadaire qui rentre directement dans leur chambre. Ensuite, on peut citer l'observation des étoiles, hein, puisque là, la lumière directe et le halo créé par l'ensemble des sources lumineuses, ça empêche l'observation des étoiles dans le ciel. Donc ça, c'est plutôt une problématique, pour les astronomes, mais aussi pour le cadre de vie. C'est lié aussi au changement climatique, hein, puisque du coup, bah, on a des gaz à effet de serre qui sont produits par la consommation d'électricité des lampadaires qui sont éclairés, toute la nuit.
et aussi en termes de qualité de l'air. Alors j'ai trouvé moins d'éléments là-dessus, mais apparemment, en fait, la pollution lumineuse, elle contribue à la pollution atmosphérique, puisque quand il fait complètement nuit, en fait, il y a un phénomène, alors je ne saurais plus vous expliquer physiquement comment ça se passe, mais en fait, le fait qu'il fasse vraiment nuit, ça nettoie des COV, et donc ça aide à, à réduire en fait la pollution atmosphérique. Donc au niveau du centre de ressources, Trame verte et bleue, donc pour rappel, peut-être pour ceux qui savent, pas trop, donc nous on contribue au centre de ressources Trame verte et bleue qui est piloté par le ministère de l'écologie et l'Office français de la biodiversité. Donc nous on fait plutôt de l'appui scientifique et technique lié à l'information spatiale. Hem, donc en fait, on a un sujet qui nous arrive là, depuis quelque temps, qui est le sujet de la trame noire. C'est un sujet qui est vraiment, en plein boom. On a de plus en plus de demandes, de territoires, France entière. Et donc là, ben, la fragmentation, l'objet de fragmentation, c'est plus l'urbanisation, c'est plus les routes, c'est plus les pollutions, c'est plus les barrages pour les cours d'eau, c'est la pollution lumineuse. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc nous, de notre côté, ça a nécessité de monter en compétences, sur ce sujet qui était vraiment très rarement traité auparavant, et puis en plus, on savait pas trop comment. Voilà et puis, donc du coup, on a pas mal travaillé, en 2020 sur ce sujet-là. C'est vraiment le sujet qu'on a développé, en 2020 et donc on s'est aperçu que, ben, la trame noire, il y a quand même pas mal de synergies avec d'autres politiques et des acteurs. Donc pour la lutte contre le réchauffement climatique, donc là, c'est pour tout ce qui est objectif, de réduction énergétique, pour le cadre de vie des habitants, pour l'astronomie et aussi pour, l'économie, hein, donc pour les politiques, d'économie, par exemple, pour les collectivités qui veulent réduire la dette, bah, éteindre, ou rendre plus efficaces, ces lampadaires, ça permet de faire des économies, financières. Donc ça nécessite, en fait, de mobiliser à la fois des acteurs de l'énergie, des collectivités, des associations, des scientifiques, que ça soit, des écologues, ou, des astrophysiciens, par exemple, des services de l'État, des bureaux d'études ou même, bah, les citoyens lambda, voilà, qui disent qu'ils sont gênés pour, dormir la nuit à cause des lampadaires. Donc c'est vous voyez que c'est très, très vaste, au niveau des acteurs et ça va vraiment, du niveau national au niveau local, hein. Donc on travaille avec le ministère de l'écologie, sur ce sujet-là et donc là, c'est pas en fait la direction de l'eau et de la biodiversité qui est en charge, la pollution lumineuse, c'est la DGPR. Donc la DGPR, c'est la Direction générale de la prévention des risques et donc c'est affecté en fait à un bureau des risques sur la santé et l'environnement. Voilà, donc c'est le même bureau qui va aussi traiter, de la 5G par exemple et de la très haute tension et il traite aussi donc de la pollution, lumineuse. Donc pour nous aussi, c'est un service un petit peu, différent. On a moins l'habitude de travailler avec. On a par exemple la région Occitanie, là, qui a lancé une grande étude, de trame noire et de cartographie de pollution lumineuse. Il y a Héroénergie qui est un syndicat, d'énergie, donc là à échelle départementale. L'ANPCEN qui est une association nationale pour la protection du ciel, étoilé et de la nuit. Donc eux, ils sont vraiment très, très en faveur de tout ce qui est extinction nocturne, à la base pour l'observation des étoiles et du coup, maintenant ils ont rejoint aussi les objectifs de biodiversité. On a des bureaux d'études tels que Dark Skylab ou nos copains ex-collègues de la Télescope. France Nature Environnement pour, des associations et là, on travaille aussi avec, Montpellier Métropole et on a rencontré aussi donc des petites communes qui s'intéressent à ces thématiques-là, comme Prades-le-Lez, ou Castries. Alors, qu'est-ce qui favorise la montée du sujet comme ça? Pourquoi ça nous arrive un petit peu comme ça, là, maintenant? D'abord, c'est l'évolution de la réglementation. Il y a eu un arrêté, fin décembre, 2018, qui a vraiment là porté, des règles, des modalités de tout un tas de choses, à respecter pour lutter contre la pollution, lumineuse.
Et puis, en fait, on s'est aperçu là, au cours de l'année, que le confinement et les couvre-feux successifs, ils ont favorisé les mesures d'extinction d'éclairage public la nuit. Donc là, il y a tout un tas de communes qui se sont dit, mais en fait, tout le monde est enfermé de toute façon, la nuit, il n'y a personne, donc ça sert à rien de laisser allumer comme ça, autant faire des économies d'énergie, hein. Souvent, c'est pour faire des économies d'énergie, tout simplement, ou financières. Et donc là, il y a énormément de voilà, du coup, de collectivités qui sont amenées à s'intéresser, à cette thématique-là, voilà, par différentes portes d'entrée, hein, finalement. Voilà. Donc ça veut dire que les besoins des acteurs, c'est respecter l'arrêté, dans un premier temps, et aussi cartographier la trame noire. Alors je vais passer la parole à Mathieu qui va vous parler un petit peu de l'arrêté ministériel. Donc l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018, il renforce des arrêtés déjà existants, mais il apporte beaucoup plus de prescriptions, qui sont de plusieurs types. Tout d'abord des prescriptions temporelles selon les catégories d'éclairage. Typiquement, ça va être de devoir éteindre les éclairages entre 1h et 7h du matin, pour les éclairages extérieurs, mais aussi pour les commerçants qui sont censés éteindre leur commerce soit à 1h du matin maximum, soit 1 heure après la fin de leur activité. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment très respecté. Mais sachez que si vous voyez des commerces allumés après 1h du matin, normalement, c'est pas légal. Il renseigne aussi des prescriptions techniques, donc là qu'on va détailler après, sur le type d'éclairage, le type de lampe et l'organisation de l'éclairage. Et il précise des prescriptions particulières pour certaines zones, comme les sites d'observation astronomique ou les réserves naturelles, où là, c'est certaines lampes qui sont conseillées, mais aussi pour les parcs. Donc, dans les PNR, ça peut être inclus dans la charte du parc, ou en cœur de parc national, c'est pareil, des restrictions assez importantes. Et enfin, pour les surfaces en eau, c'est-à-dire qu'il est interdit d'éclairer directement les surfaces en eau. Donc, typiquement, un lampadaire à côté d'une rivière, qui l'éclaire directement, est normalement illégal. Donc, ce qui aussi existe beaucoup, un peu partout. Alors, next, Jennifer. Alors, les prescriptions techniques, ça regroupe plusieurs indicateurs. Donc, à la fois sur le spectre lumineux, qui est simplifié sous la forme de température de couleur. Typiquement, on va préférer des teintes dans le rouge, orange, jaune que des teintes blanches, notamment car les teintes blanches contiennent une forte proportion de bleu, qui est un des spectres les plus problématiques pour la biodiversité et pour la santé. Donc, ce qui se passe typiquement actuellement, c'est qu'on remplace tous les éclairages de sodium haute pression ou de iode métallique en LED, parce que c'est plus efficace énergétiquement, ça consomme moins d'électricité. Mais ces LED, elles sont souvent assez blanches. Donc là, on a un petit problème, c'est que le renouvellement du parc, initialement pour des économies d'énergie, nous amène une autre problématique qui est que les températures de couleur sont de plus en plus bleues. Donc pour ça, il faudrait installer, si possible, des LED ambrés, qui sont des LED mais qui n'émettent que dans un spectre rouge-orangé. Ensuite, il y a des indicateurs sur l'orientation du luminaire. Donc, l'ULR qui calcule la proportion de flux qui est émise vers le haut, donc vers le ciel, ou le code de flux CIE numéro 3, qui est un peu compliqué, mais qui dit qu'il faut éclairer dans la direction du lampadaire, vers le bas, et pas vers les côtés. Et enfin, il existe un indicateur qui s'appelle la densité surfacique de flux lumineux installé, qu'on va appeler DSFLI par la suite, par souci de simplification, et qui consiste à dire qu'il ne faut pas trop suréclairer une surface qu'on vise à éclairer. C'est pour éviter de mettre des luminaires beaucoup trop puissants par rapport aux objectifs d'éclairement. Le problème, c'est que personne ne vérifie trop s'ils respectent l'arrêté. Théoriquement, les autorités de contrôle, ce sont l'État et la commune, mais déjà, on ne sait pas trop faire, soit parce que les données manquent, soit parce qu'on ne sait pas calculer les indicateurs. Bon, oui, simplement. Vas-y, slide suivante, Jennifer. Alors, la DSFLI, on s'est concentré sur cet indicateur parce que, effectivement, on ne sait pas le calculer à part à découper des polygones à la main. Il n'y a pas de méthode à la fois automatique et même de méthode générale pour
calculer cet indicateur? Le concept il est assez simple, hein, c'est la somme des flux qui est divisée par la surface à éclairer, et si les lampadaires se croisent, on considère l'ensemble des flux sources, c'est-à-dire ce qui sort de la lampe. C'est une dotation de flux et pas un éclairement, c'est-à-dire que c'est pas comme si on allait sur le terrain mesurer l'éclairement avec un luxmètre, qui correspond à un éclairement réel sur une surface donnée. Là, c'est plus pour remettre l'objectif d'éclairement au centre de l'aménagement de la voirie et éviter les suréclairements. Pas faire des doublons de lampadaires alors que c'est déjà suffisamment éclairé. Alors, le problème dans ce cas-là, si on veut faire une méthode automatique, c'est quelle surface considérer comme surface à éclairer. Donc, l'arrêté définit surface à éclairer comme les endroits où il y a de la circulation, donc typiquement la chaussée, les trottoirs et ainsi de suite, mais pas les abords de route. Et enfin, comment on fait pour associer un lampadaire ou plusieurs lampadaires à une surface à éclairer? C'est pas évident, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre une route entière et on prend tous les lampadaires, mais où est-ce qu'on met la limite et ainsi de suite. Slide suivante. Donc pour les surfaces à éclairer, on s'est basé sur plusieurs données, sur la baie des topos avec le tronçon de route, et sur lesquels on applique un buffer en fonction de la valeur du champ largeur, sachant que ça se calcule, en gros, ça modélise l'emprise de la chaussée, donc seulement pour les voitures, mais pas le trottoir. Enfin, on a utilisé le cadastre, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans le cadastre, qui n'est pas dans une parcelle, correspond à la distance entre deux bâtiments, on va dire. En gros, c'est l'emprise de la chaussée, les trottoirs, potentiellement les abords aussi. Mais c'est très précis spatialement, notamment dans les centres-villes ou dans les métropoles, ça marche très très bien. Enfin, dans certains cas, on a pu vouloir sélectionner manuellement des parcelles qui correspondent à des cheminements. Et on a rajouté, depuis des données OpenStreetMap, les parkings extérieurs qui sont pris en compte dans l'arrêté et des zones piétonnes qui auraient pu, elles aussi, être dans le cadastre. Slide suivante. Donc une fois qu'on a calculé notre couche de surface destinée à être éclairée, l'objectif c'est d'associer les lampadaires avec leur surface. Donc pour ça on a fait plusieurs tests à base de mailles régulières, et pour chaque maille on calcule la somme des flux et la surface à l'intérieur de la maille, par sous-quartier, par tronçon de route, par route entière et par lampadaire. Donc là vous voyez les résultats par tronçon de route et par route entière. On voit qu'il y a des petites différences. En fait, c'est dû un peu aux effets de seuil, c'est-à-dire comment on gère les carrefours. Est-ce qu'un lampadaire, il est associé à telle rue ou à telle rue? Est-ce qu'il est associé aux deux? Mais s'il est à la limite du tronçon de route, est-ce qu'on prend sa valeur en entier? Donc, il y a un peu ces problématiques-là. On a fait plusieurs tests méthodaux avec des tampons ronds, des tampons aplatis, des valeurs de tampons différentes, des distances maximum au lampadaire pour pas considérer des surfaces trop éloignées, et ainsi de suite. Donc après, on est allé présenter les résultats à la métropole de Montpellier pour avoir des échanges avec à la fois les responsables éclairage public ou aménagement de la voirie ou responsables SIG. Et eux, ils préféraient un peu l'approche par tronçon de route plutôt que par route entière. Donc le tronçon de route, c'est ce qu'on voit à gauche parce que on voit vraiment les différents tronçons, et s'il y a un tronçon qui a été renouvelé récemment, ça le met en avant. Par exemple, je sais qu'ils avaient fait des retours qui ne comprenaient pas pourquoi telle route elle a été marquée comme dépassant le seuil de 35 lumens par mètre carré, alors qu'ils avaient fait des travaux récemment. Mais ils avaient fait des travaux que sur un seul tronçon. Donc là, sur les cartes, en fait, à partir de jaune, orange, rouge, c'est censé dépasser le seuil maximal. Et enfin, slide suivante, Jennifer. On a fait un dernier test méthodo, cette fois en se centrant sur les lampadaires, donc à base de diagrammes de Voronoi et de distance maximale aux lampadaires, et qui est assez parlant, parce que là, du coup, on voit vraiment quels sont les lampadaires les plus problématiques. Du coup, la surface est associée à un seul lampadaire, au lampadaire le plus proche. Ça demande étant un calcul plus proche, mais ça permet d'avoir une vision très précise sur le territoire des endroits sur lesquels intervenir. Et donc ça marche pas mal. On a réussi à automatiser cette méthode. Donc slide suivante. Et donc là, je suis en train de développer un plugin QGIS parce que c'est un peu mon dada, qui s'appelle Light Pollution Toolbox, qui n'est pas encore publié et qui regroupe tous les algorithmes qu'on a développés pour le calcul de cet indicateur de DSFLI,
mais aussi des algorithmes plus utilitaires, donc comme la classification des couches d'éclairage en fonction des indicateurs de l'arrêté avec une légende prédéfinie, ou encore des traitements divers ou un peu expérimentaux, comme des travaux sur les images satellites ou sur la diffusion de la lumière. Et donc ça, ce sera publié avec des notes explicatives pour montrer comment vérifier le respect de l'arrêté à partir d'une couche d'éclairage public. Slide suivante. Enfin, un des problèmes auxquels on s'est confronté, c'est notamment les données d'éclairage public, qui sont, comme vous pouvez vous l'attendre, incomplètes, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas sur tout le territoire. Elles sont très hétérogènes. Vraiment, les champs décrits sont très différents, ils sont plus ou moins remplis, et sont assez compliqués à récupérer parce qu'elles sont souvent gérées par des syndicats d'éclairage, voire c'est des communes qui sont en régie, qui n'ont pas forcément leurs données, qui veulent pas les refiler. Il faut faire des conventions très restrictives, pas faire des conventions avec tout le monde. Donc voilà, l'accès à la donnée et la qualité de la donnée est quand même un problème majeur. Donc pour ça, on avait recruté un stagiaire l'an dernier pour voir comment travailler sur l'homogénéisation des bases de données. Et on avait travaillé avec le syndicat de Côte d'Or, d'éclairage de Côte d'Or. Ils nous avaient donné leur base de données. On avait fait un travail pour essayer de la consolider, c'est-à-dire essayer de remplir les champs qui correspondent à l'arrêté. Donc, par exemple, le flux lumineux en estimant à partir du type de lampe, ou l'ULR qui est la lumière émise vers le haut. Mais là, il faut aller chercher les données constructeurs, donc c'est un peu compliqué. Il faut aller voir toutes les fiches constructeurs sur Internet. Quand l'information existe, parce que certaines informations, elles existent que pour les luminaires récents, pas pour le parc déjà existant. Donc voilà, donc c'est tout un travail un peu compliqué et ça a fait naître le besoin d'un standard de données à partager avec tous les gestionnaires d'éclairage qui mêlent à la fois les données constructeurs, c'est-à-dire sur le lampadaire ou la lampe, et les données gestionnaires, c'est-à-dire où est-ce qu'il est installé, quelle est la dernière fois où il a été changé, et ainsi de suite. Le Graal ultime étant d'avoir une base de données nationale homogène avec tous les points d'éclairage public sur tout le territoire avec les mêmes champs. Mais c'est un peu utopique pour l'instant, même si on y croit. Donc l'idée pour l'instant, c'est de lancer un groupe de travail avec des éclairagistes, des gestionnaires de réseau, des bureaux d'études et scientifiques pour imposer un standard de base de données et qui se diffuse après à tous les gestionnaires de bases de données d'éclairage public. Slide suivante. Ouais, alors juste pour finir sur le standard de base de données, donc effectivement, on a échangé là du coup avec le ministère de l'écologie pour piloter ce groupe de travail. Et donc effectivement, en fait, l'idée ensuite, c'est de vraiment diffuser le standard de base de données. Donc on espère là justement que le ministère, une fois qu'il sera validé, le diffusera largement, notamment auprès des collectivités pour que eux, ils puissent déjà disposer d'une base de données homogène et complète, parce que parfois, quand ils sous-traitent à des éclairagistes la gestion de leur éclairage public, ils n'arrivent pas forcément à les récupérer. Et pour des petites communes, comme ils n'ont pas forcément les compétences en interne, ils se font un petit peu avoir. Voilà, ils sont un petit peu pieds et mains liés avec ces éclairagistes, et donc c'est pas c'est pas simple. Par exemple, Montpellier Métropole, on sait que c'est facile parce qu'ils ont un monsieur éclairage, donc un vrai professionnel de l'éclairage public en agent en interne, et donc lui va être bien au courant des procédures, des données qu'il faut, de la base de données, etc. Mais pour toutes les autres petites collectivités qui n'ont pas ces compétences-là en interne, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que voilà, l'idée c'est vraiment de leur fournir un standard de base de données, qu'ensuite ils demandent aux personnes en charge de la gestion de leur éclairage de suivre ce standard-là. Alors toujours à propos des petites collectivités, donc effectivement, il y a des petites collectivités qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les compétences en interne pour gérer leur éclairage public et qui donc font des appels d'offres pour la gestion de leur éclairage. Donc souvent ces petites collectivités, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas de compétences en interne, donc quand ils ont envie de faire des choses pour la pollution lumineuse ou de respecter l'arrêté, vous avez vu que c'est un petit peu technique, donc ils savent pas trop comment faire.
Donc voilà, donc là où du coup au sein du centre de ressources Trame verte et bleue, donc nous on a en charge la rédaction d'un cahier des charges type pour les aider à capitaliser, organiser leurs données. Donc typiquement de leur dire bah, il faut intégrer le standard de base de données dans l'appel d'offres déjà. Pour que ensuite ça soit bien respecté, que ça fasse partie des conditions. Et puis donner des indications sur les types de lampes et de lampadaires qui respectent l'arrêté ou allant plus loin. Donc typiquement, pour ce qui est lampe, bah, de dire il faut que ça soit vraiment en dessous de 3000 Kelvin. Pour la biodiversité, on peut descendre jusqu'à 2400 ou 2000 Kelvin. Et puis pour les lampadaires, bah, typiquement, il ne faut pas du tout que ça soit des lampadaires qui émettent de lumière vers le haut. Voilà, donc il y a tout un tas de spécifications techniques. Et puis aussi, on peut proposer des choses pour les communes qui veulent mettre en place des extinctions la nuit. Donc en cours, on a comme commune test la commune de Téhéran, qui est confrontée en fait à cette problématique-là et qui doit renouveler justement son appel d'offres avec l'éclairagiste. Et bon, typiquement, c'est une commune qui rencontre des difficultés parce qu'ils n'ont aucune compétence en interne. Leur éclairagiste, qui est un privé, ils n'arrivent même pas à récupérer leurs propres données d'éclairage public. Donc, c'est-à-dire que l'éclairagiste n'est pas en mesure de leur fournir leur base de données d'éclairage public, qui devrait en plus normalement être de la donnée publique. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont problématiques parce qu'ils n'ont pas cadré typiquement assez ce genre de choses dans l'appel d'offres et dans le contrat qu'ils ont passé avec l'éclairagiste. Donc là, il y a une grosse marge d'amélioration à ce niveau-là. Et donc l'idée, c'est de proposer ensuite un cahier des charges type pour l'ensemble des communes à disposition France entière. Je te repasse la parole, Mathieu. Oui, alors du coup, avant de s'attaquer à la trame noire, il faut arriver à cartographier et caractériser la pollution lumineuse. Pour ça, il y a plusieurs travaux qui peuvent exister et se basant sur plusieurs types de données. Donc, des données qui correspondent aux émissions de lumière, on va dire. Donc soit c'est des données proxy, donc qui ne sont pas des données directes d'éclairage, mais qui permettent d'estimer, donc comme la population, les occupations du sol. Ça, il y a déjà eu des cartes un peu grand public là-dessus. On peut se baser sur les bases de données d'éclairage public et aussi sur les images aériennes et satellites, parce que du coup, il n'y a pas le privé quand on considère que les éclairages publics. Alors après, il y a plusieurs types de pollution qu'on peut caractériser. Il y a la pollution directe, c'est-à-dire les sources de lumière directement visibles, qui peuvent provoquer notamment des éblouissements. Donc ça peut se faire déjà en prenant en compte la visibilité de la source, donc soit des buffers un peu basiques, soit en prenant en compte le relief, les bâtiments, la végétation et ainsi de suite, mais là c'est plus compliqué, et les caractéristiques des sources. Donc c'est ce qu'on avait dit, le spectre lumineux, le flux, la puissance, l'orientation du flux. Et donc c'est un peu là-dessus qu'on voudrait se baser là pour combiner ces différents indicateurs et faire une sorte de note pour le lampadaire et pouvoir les hiérarchiser comme ça. Donc on pourrait du coup avoir une cartographie des sources problématiques ou des secteurs qui sont soumis à ces sources problématiques. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus pour arriver à sortir une méthode basique mais simple à appliquer. Ensuite, il y a la pollution diffuse qui correspond au halo lumineux. Donc là, c'est vraiment ce qu'on voit quand on observe une ville de loin, on voit que ça émet vers le ciel. Alors là, à la base, c'est plutôt les astronomes ou astrophysiciens qui sont penchés sur le sujet. Et de ce qu'on m'a expliqué, de ce que j'ai compris, c'est que la diffusion de la lumière théorique dans un monde idéal, c'est grosso modo proportionnel au carré, enfin, inversement proportionnel au carré de la distance et à l'intensité de la source. Donc ça correspond un peu en traitement géomatique à une carte de chaleur. Donc on pourrait faire une carte de chaleur en se basant sur toutes les sources qui existent et dire ça correspond à peu près à ma pollution lumineuse. Le problème étant, c'est qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte, donc comme la diffusion atmosphérique de la lumière, qui elle va aller plus en latéral et plus loin potentiellement, que cette pollution elle dépend des horaires, par exemple s'il y a des extinctions ou des intensités qui varient, la pollution lumineuse c'est pas toujours la même, et aussi des conditions météo, c'est-à-dire qu'un ciel couvert ou un ciel clair, c'est pas du tout la même pollution lumineuse. Les nuages ils vont réverbérer la lumière, donc ça peut être plus intense mais moins diffus ou inversement.
Donc voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Les astronomes, eux, ils utilisent la notion de qualité de ciel nocturne. Donc, grosso modo, pour faire simple, combien d'étoiles on voit dans le ciel, pour faire simple. Et se basant là-dessus, il y a eu plusieurs cartes qui ont été produites. Donc par exemple la carte AVEX, donc c'est les astronomes du Vexin, qui a fait une base en se basant sur du Corellian Cover, donc les types d'occupation du sol plus ou moins artificialisés, et avec un calcul de diffusion. Ou alors les travaux du Light Pollution World Atlas, qui a été fait en 2015 là, à l'échelle mondiale, où là c'est en se basant sur des images VIRS de la NASA, et pareil avec un calcul de diffusion. Le problème est que ces algorithmes de diffusion, ils sont pas encore grand public ni ouverts. Donc les besoins encore existants pour la cartographie, c'est l'intégration bien sûr de l'éclairage privé qui est important, de pouvoir cartographier aussi à différentes échelles, à la fois à une échelle régionale comme une échelle très locale, d'avoir des solutions pour les deux échelles. Et surtout, nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a quand même un manque d'acteurs publics spécialistes du sujet qui croisent à la fois astrophysique, télédétection, géomatique, et un peu tout ça, et biodiversité, enfin, qu'on ait vraiment des acteurs publics spécialistes de la pollution lumineuse et de sa cartographie. Slide suivante. Je te laisse reprendre la main, Jennifer. Ah oui, pardon, j'avais pas activé mon micro. Oui, donc la problématique à laquelle on est confronté, c'est l'utilisation d'images satellites. Puisque du coup, là, si on veut des vraies données sur la pollution lumineuse, on se base sur les bases de données d'éclairage public, mais on n'a pas du tout le privé. Et du coup, on n'a vraiment qu'une partie et on n'a pas de vraie vision territoriale de la pollution lumineuse. Donc, pour faire des cartographies, des mesures d'évolution, etc., c'est compliqué. Alors, du coup, on s'est renseigné sur ce qui existait en termes d'images satellites. Déjà sur demande initialement du ministère de l'écologie pour l'Observatoire national de la biodiversité, puisqu'ils voulaient mettre en place un indicateur national. Et donc, on a été associé justement un petit peu à ce niveau-là. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est des images VIRS du satellite Suomi NPP. Donc, ça, c'est piloté par la NASA et NOAA. Et donc ça, c'est quand même de la basse résolution. Donc ça peut être intéressant pour des indicateurs à échelle ou des cartographies à échelle France entière ou à l'échelle de grandes régions. Hein, ça donne quand même des résultats intéressants hein, pour ces échelles-là. Donc là, c'est ce qui a été retenu justement pour l'Observatoire national de la biodiversité et là pour le projet de carte de pollution lumineuse de la région Occitanie. Et à échelle locale, c'est pas du tout suffisant. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de collectivités là qui veulent travailler du coup à des échelles communales ou intercommunales. Et donc là, VIRS n'est pas du tout suffisant. Et donc, il existe en fait très très peu dans le monde de satellites qui font des images de nuit. Et donc, il y a les satellites Jilin 1 produit par CG Satellite, qui est un satellite chinois. Donc à l'heure actuelle, donc c'est la Télescope qui est distributeur en France. Les satellites Jilin, ils ont aussi un contrat militaire avec la France hein, pour des images de nuit militaires, mais c'est encore voilà assez peu développé. Alors que il y a plein de demandes justement au niveau local de faire des cartographies. Donc là, on est un petit peu embêtés parce que les gens nous demandent ce qui existe en termes d'images pour faire des cartographies, etc. Mais en fait, d'accessible et de gratuit à disposition, on n'a que VIRS. Donc, il y a beaucoup de besoins, il y a peu d'offres. C'est très nouveau, hein, c'est quand même très récent. Là, les premières acquisitions, elles ont été faites au mois d'août, là justement, sur la région de Montpellier, pour un projet pour Montpellier Métropole. Mais voilà, il y a d'autres demandes qui arrivent du coup. Mais voilà, mais ça a un prix, ça a quand même un coût. On n'est pas comme Pléiades ou Spot 6-7, etc. Voilà, ça coûte quand même encore assez cher, mais c'est normal puisque c'est nouveau. Donc c'est comme la télédétection en images de jour il y a 15 ans.
Voilà, donc ce qu'on voudrait faire, c'est lancer une enquête INRAE sur les besoins en images satellites de nuit, alors basse résolution et haute résolution, pour voir quand même les deux, en partenariat avec Dynamis et le ministère de la Transition écologique. Donc là-dessus, justement, moi j'ai proposé, donc c'est passé en comité de, je sais plus comment ça s'appelle, de Dynamis. Justement, moi, j'aurais aimé que Dynamis porte cette enquête, enfin la coporte avec nous sur le sujet, mais Dynamis n'est pas chaud. Bon, ils veulent bien être partenaires, mais ils veulent pas porter l'enquête parce que le problème, c'est que ces images satellites, elles sont chinoises et donc c'est quand même plus facile si c'est des images françaises ou européennes, notamment pour trouver un modèle économique. Parce que c'est un petit peu ça la difficulté, c'est après quel modèle économique on trouve pour favoriser l'accessibilité aux images très haute résolution aux acteurs publics, mais sachant qu'à un moment donné, bah, il faut qu'il y ait quand même des acteurs qui mettent à un pot commun, par exemple, pour ensuite pouvoir aller négocier auprès des Chinois des prix intéressants d'images satellites. Donc ça, c'est voilà, c'est un élément qui est pas voilà, qui est pas évident pour le moment. L'idéal, en fait, ça serait que la France ou l'Europe lance des satellites avec des capteurs en images de nuit. Mais voilà, mais déjà, on n'y est pas et en plus, ce qui est compliqué, c'est que, les acteurs du coup, notamment les collectivités sur de la très haute résolution, eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir une image avant, l'extinction, donc quand il y a tout leur lampadaire, d'allumé et ils ont envie en plus de savoir, par exemple en cœur de nuit pour ceux qui font de l'extinction, d'avoir une carte en cœur de nuit. Donc en plus, ils veulent plusieurs heures de passage. Ils veulent des heures de passage, un peu spécifiques, ce qui pour l'instant n'est pas possible en fait avec le satellite Jilin 1. Il passe globalement en cœur de nuit, mais alors s'il passe en cœur de nuit et que la commune pratique une extinction, bah, du coup ils vont rien voir, donc ils vont pas pouvoir identifier les lampadaires qui respectent pas l'arrêté par exemple. Mais si le lampadaire passe, si le satellite passe vers 10h30, 11h et que c'est pas encore éteint, là ils vont pouvoir. Voilà, donc il y a cette histoire d'horaire aussi qui est pas simple parce que bah, les satellites, on peut pas les accélérer ou les ralentir pour passer à l'heure qu'on veut. Voilà, ce qui est pas forcément, ce qui est moins un souci pour des images de jour, on va dire. Voilà, donc on a aussi cette problématique-là. Donc il y a quand même des projets. Il y a une boîte américaine qui a lancé des satellites avec des images de nuit et qui pourrait lancer des nanosatellites, qui fait qu'il y aurait plusieurs passages de nuit enfin par nuit et du coup, il pourrait y en avoir à différents horaires, en fait. Voilà. Donc ça pourrait, être une piste, mais voilà, on voit bien qu'en fait, sur le déploiement d'images satellites de nuit très haute résolution, on est vraiment, au tout début et on est loin du coup de pouvoir encore, contenter les acteurs publics, même si déjà les images satellites Jilin 1, elles sont très bien puisque, quand on zoome, on arrive à voir jusqu'au point lumineux. On arrive vraiment à voir même l'intensité de chaque lampadaire. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, du coup, on peut aussi observer les points qui sont les plus dans le bleu. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et du coup, ça nous permet aussi d'identifier la quantité de pollution lumineuse issue du privé en rajoutant la base de données de l'éclairage public. Voilà. Et puis, sur, ces aspects-là, donc, les images satellites, elles contribuent, à l'indicateur national de pollution lumineuse en France, donc pour l'Observatoire, national de la biodiversité et donc, le service du ministère de l'écologie qui est, en charge de la pollution lumineuse et donc la France, voilà, souhaite en tout cas pouvoir communiquer des cartes, de pollution lumineuse et donc, on est associé, un petit peu à ces réflexions-là. Voilà. Alors, tout ça, fait que nous, en fait, on a besoin d'abord de cartographier la pollution lumineuse, donc qui est cet élément de fragmentation, pour ensuite cartographier la trame noire. Sachant qu'en fait, il y a pas vraiment de méthode actée sur la trame noire. Alors, il y a un guide trame noire qui a été, fait, par le Centre de ressources trame verte et bleue et auquel, nous, on a un peu contribué. Le problème, c'est au niveau des méthodes. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder cette question de trame noire. Soit il y a une méthode un peu simple, mais qui est pas à proprement parler
trame noire qui est de dire on va identifier des espaces d'intérêt écologique, donc des sites Natura 2000, des réserves, des cours d'eau et zones humides, puisqu'on sait qu'ils sont très impactés par la pollution lumineuse. On peut identifier des zones d'activité d'espèces à enjeux nocturnes, donc notamment des chiroptères. Et puis, à partir de là, on peut appliquer une zone tampon parce qu'on peut imaginer que la diffusion de la lumière, elle va pas, voilà, enfin que les espèces, en tout cas, elles ont besoin de nuit pour effectuer leur cycle de vie correctement. Et donc, on va ajouter une petite zone tampon pour limiter la diffusion de la lumière. Et donc, on va croiser ça avec notre carte de la pollution lumineuse pour identifier des secteurs à enjeu. Alors ça, c'est intéressant puisque en fait, ça permet d'identifier surtout les secteurs sur lesquels les collectivités doivent éteindre, par exemple, prioritairement ou changer leur lampadaire s'ils émettent trop dans le bleu ou si l'intensité lumineuse est trop importante. Et après, il y a des méthodes plus strictement trame noire, c'est-à-dire la trame noire, c'est la continuité écologique dans un milieu obscur. Donc, il y a soit la méthode déductive, donc qui est à droite, qui est l'idée de dire il y a déjà une carte de trame verte et bleue, donc on va croiser en fait avec la carte de la pollution lumineuse, et du coup, la trame noire, c'est les espaces de trame verte et bleue qui sont dans l'obscurité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à faire quand il y a déjà une cartographie de trame verte et bleue, mais elle cible pas forcément les espèces sur lesquelles il y a le plus d'enjeux, qui sont les plus sensibles à la pollution lumineuse. Voilà. Mais c'est voilà, c'est relativement simple s'il y a déjà une cartographie. S'il n'y a pas de cartographie de trame verte et bleue qui existe déjà, à ce moment-là, on peut avoir une méthode intégrative. C'est-à-dire qu'on va chercher à cartographier notre trame verte et bleue et la pollution lumineuse, donc avec les données de carte de pollution lumineuse, vont être un élément de fragmentation supplémentaire, comme on prend en compte en éléments de fragmentation le bâti, les espaces d'agriculture intensive qui sont des éléments fragmentants, les routes, etc. Et donc, à ce même titre, on va prendre en compte la pollution lumineuse et donc ça va faire partie des critères pour identifier des réservoirs de biodiversité et des corridors. Voilà, donc ça, c'est les méthodes qui existent, mais on n'est pas quand même complètement satisfait. Voilà, c'est des choses qui se font pour l'instant parce qu'on ne sait pas vraiment faire autrement. Il y a quelques études qui existent et qui ciblent justement les continuités écologiques pour les chiroptères, par exemple. Mais voilà, c'est pas encore hyper développé. Donc nous, en tout cas, on aimerait continuer un petit peu à creuser sur comment est-ce qu'on cartographie vraiment la pollution lumineuse, comment est-ce qu'on combine les différentes données dont on dispose pour cela, et ensuite comment on arrive vraiment à cet aspect trame noire et continuité écologique pour les espèces qui ont besoin de la nuit pour se déplacer et accomplir leur cycle de vie. Alors, ces cartographies-là, elles visent donc à hiérarchiser les lampadaires et les secteurs. Voilà, et donc sur ces aspects de trame noire, donc nous, on est en accompagnement aussi du projet de trame noire en Occitanie. Donc voilà, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Du coup, on a bien avancé sur l'arrêté puisque la grosse difficulté, c'était quand même le calcul de la DSFLI que personne ne savait trop comment faire et c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'avec le développement du plugin de Mathieu, ben, on peut imaginer que voilà, toutes les collectivités ou les éclairagistes, etc., ils sont en mesure en tout cas de le calculer de façon un peu automatique. Pour la trame noire, voilà, on a quand même débroussaillé les principales méthodes, mais on peut quand même aller plus loin. Donc c'est vrai que dans l'idéal, alors là, on a la métropole de Montpellier, on a un élu là qui nous sollicite pour travailler sur une cartographie de la trame noire sur Montpellier Métropole. Donc bon, alors nous, on est déjà un peu plein pour cette année, mais possiblement l'année prochaine, du coup, on montera peut-être un projet où il faudrait associer des spécialistes des chauves-souris pour travailler sur ces aspects-là. Et donc, eux, ils veulent justement identifier la trame noire pour cibler les communes pour lesquelles il faudrait éteindre, du coup, en priorité.
Voilà, donc on a toujours des besoins en très haute résolution spatiale d'images satellites. Donc là, on va y travailler cette année avec la plateforme Dynamis et aussi avec le ministère de l'écologie. Voilà, donc il y a plein de projets qui se lancent. On a pas mal de demandes et du coup, on a quand même encore pas mal de questionnements sur ce sujet. Voilà, on a été un peu long. On est désolé, c'est plus long que ce qu'on aurait pensé. Mais voilà, si vous avez des questions, la parole est ouverte. Ouais, il faut y aller. Bonjour. Moi, je suis Nicolas Dubos, postdoc à l'INRAE, à la MTD. Je me demandais une question assez générale. Est-ce que vous avez connaissance d'une quantification économique des services écosystémiques en milieu urbain qui sont liés, ou en tout cas qui seraient liés à la pollution lumineuse? Le coût économique de la pollution lumineuse en termes de services écosystémiques, vous savez si ça existe, si ça a été quantifié déjà? Si c'est pertinent? Non, à ma connaissance, le lien avec les services écosystémiques, il n'y a pas du tout de quantification. Enfin, vraiment, non, pas à ma connaissance. Pour l'instant, on en est encore beaucoup à l'étude déjà des impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Et sur les écosystèmes, mais on n'est pas encore, je pense, on n'a pas encore suffisamment de connaissances sur ces champs-là pour vraiment aller jusqu'à la quantification de services écosystémiques. Voilà, en termes de services écosystémiques, on va dire, des arguments, c'est de dire, si vous éteignez les lumières et que vous réduisez la pollution lumineuse, vous aurez plus de chauves-souris et par exemple, elles vont manger des quantités de moustiques tigres incroyables qui sont vraiment une gêne. Donc voilà, on est plus sur, pour l'instant, de l'argumentation, mais on n'est pas encore sur de la quantification. Il me semble pas, pas à ma connaissance en tout cas. Ok, c'est un bon début. Mais justement, l'idée c'était de l'argumentation, c'est ça. Voilà. Ouais. Merci. Je crois que Léa voulait parler. Vas-y Léa. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les deux, c'était très intéressant. Et j'avais deux questions assez générales, mais voilà, c'était pour savoir un petit peu si j'ai bien compris. Donc il y a un besoin de données très haute résolution. Et je voulais savoir un petit peu s'il y avait, par exemple, des études qui qualifient l'incertitude qu'on peut avoir entre un plugin que vous avez créé, si j'ai bien compris, à partir de proxy ou alors de bases de données incomplètes, et ce qu'on peut avoir avec des images très haute résolution. Enfin, en fait, quelle est la marge d'erreur qu'on va avoir entre les deux, s'il y avait des études comme ça? Et j'aurais une deuxième petite question, plus sur le côté, on sait que pour la biodive, c'est très bien d'avoir moins de lumière, etc. Et est-ce qu'il y a, dans l'autre sens, les impacts d'avoir moins de lumière, c'est-à-dire des quantifications, par exemple, sur l'insécurité, les accidents, etc. S'il y avait des études qui comparaient un peu les avantages par rapport au coût que ça implique. Je peux répondre sur la première si tu veux. Vas-y. En fait, alors nous, on n'a pas fait directement dans le plugin la carte comme ça, mais dans les cartes qui sont sorties, en fait, ça dépend de ce qu'on calcule comme type de pollution lumineuse. Et actuellement, ce qui est fait, il y en a une seule, c'est la noirceur du ciel nocturne. Donc, d'un point de vue astronomique, est-ce qu'on voit le ciel, quoi. Et ça, c'est calibré par des capteurs qu'on appelle des Sky Quality Meter, des SQM. Et donc, en gros, les modèles qui sont sortis sont calibrés là-dessus. Par exemple, le World Atlas, il demandait aux gens de rentrer leurs données de capteurs SQM pour calibrer leur modèle en mode science participative. Là, le bureau d'études qui fait des cartes comme ça aussi demande à leurs clients d'installer des capteurs comme ça pour calibrer. Donc après, ça, j'ai pas les détails de comment ils calibrent derrière, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils gèrent leur incertitude. Et pour la sécurité, je te laisse répondre. Mais oui. Après, pour compléter ce que tu disais, donc en fait, Mathieu, lui, il a développé l'outil vraiment pour le calcul de la DSFLI. Et en fait, il n'y a pas d'études, par contre, de vraiment mesure de la DSFLI avec des images satellites très haute résolution. Mathieu, si je me trompe.
Non, mais ça n'a pas trop de Ça sens parce que existe pas. le DSFLI, c'est vraiment dans dans la stratégie enfin, comment tu gères ta voirie, quoi, comment tu éclaires. C'est vraiment pour le gestionnaire d'éclairage public quand il fait son projet. Pour moi, l'image SAT sur cet indicateur-là, elle n'a pas. Oui, elle n'a pas de grand apport en fait. Non, ça pourrait te montrer des éclairements, mais pas vraiment la DSFLI. Après, sur Oui, la carto, ça a beaucoup d'intérêt. ouais, d'accord. Ouais. Après sur les questions d'insécurité, donc là c'est effectivement, hein, donc vous avez vu, c'est vraiment une problématique multi-acteurs et donc les citoyens sont assez sensibles, hein, parce qu'en fait il y a une peur innée de la nuit aussi et de l'obscurité. Et en plus, en fait, il y a une augmentation énorme de la pollution lumineuse, hein, depuis bon déjà plusieurs dizaines d'années, mais encore plus récemment avec les LED. Donc en fait, on s'aperçoit que les LED, c'est un peu la fausse bonne idée. On lutte contre le réchauffement climatique, mais en fait, du coup, ça c'est tellement pas cher en fait les LED et peu consommateur d'énergie que toutes les collectivités se sont engouffrées là-dedans et donc on a une augmentation de la pollution lumineuse de dingue. On a vu des comparatifs là sur Los Angeles ou des villes comme ça et c'est quasiment x10 parfois parce que du coup, ils en ont mis plus de points lumineux, ils en ont installé plus et en plus les LED, elles sont dans le blanc et elles sont voilà très 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 puissantes. Donc ça démultiplie vraiment cette problématique-là. C'est pour ça que là, on est en train de se re-questionner justement et de re-questionner la pertinence de la présence en fait, de l'existence de certains points lumineux. Est-ce qu'il ne faut pas en supprimer un certain nombre? Et en plus, il faut voilà, baisser les flux, les températures de couleur, etc. Donc tout ça pour dire que les gens en fait se sont habitués à ce qu'il fasse quasiment jour la nuit. Donc effectivement, quand on commence à éteindre, à baisser la luminosité, et cetera, les gens ont peur. Alors les problèmes d'insécurité, ils sont pas les mêmes partout. Donc là, c'est vrai on a échangé là-dessus, hein, avec Montpellier Métropole. Bon, on sait typiquement que bah, dans l'écusson, par exemple, c'est pas possible en fait d'éteindre parce que il y a des risques d'agression physique. Le problème vraiment dans les grosses villes, c'est l'agression physique. Là, qui peut avoir lieu dans la nuit. Maintenant, dès qu'on commence un petit peu à sortir des centres-villes, il n'y a plus vraiment de soucis. Donc là, on voit, hein, sur les communes nord de Montpellier qui se sont lancées comme Castries ou Prades-le-Lez. Bon, il y a quand même, il y a pas d'agression physique la nuit. Donc là, il n'y a pas de ce type-là d'insécurité. Après, les gens ont des craintes de cambriolage, d'augmentation des cambriolages. Ça, c'est la crainte numéro une. En fait, on a échangé, hein, avec des capitaines de gendarmerie. Là, avec le capitaine de gendarmerie au sud, sur le secteur de Moguio et les Lattes et les communes d'à côté, et avec la gendarmerie la capitaine de gendarmerie de Clapier, donc ils font plusieurs communes, ils font Téran, Prades, etc. Et donc, a priori, il n'y a pas d'augmentation des cambriolages la nuit. Parce qu'en fait, ils sont principalement 80% des cambriolages, ils se font de jour. Donc c'est principalement les gens repèrent en fait si les gens sont là ou pas chez eux. Et donc ils viennent de jour quand il y a personne. Voilà, donc la nuit, il y a du monde, donc voilà. Alors ça veut pas dire qu'il y a pas de cambriolage de nuit, mais en fait, les gendarmes nous expliquent que, bah, les cambrioleurs, en fait, ils ont besoin de lumière aussi. Donc ça les arrange plutôt. Voilà, donc ça c'est vraiment une perception, voilà. Mais le problème, c'est que les gendarmes, parce que du coup on a demandé un petit peu, ils n'ont pas de base de données justement vraiment précise par rapport à ça. Parce qu'en fait, parfois quand il y a un cambriolage, bah, c'est des gens qui rentrent de week-end, donc ils savent que ça s'est passé sur 2 jours, mais du coup, parfois, en fait, ils n'ont pas l'information de si c'est 2 jours ou de nuit. Donc ils ont après ils ont des créneaux horaires quand même, mais voilà, mais ces créneaux horaires, ils sont pas vraiment sur jour-nuit, voilà.
Donc voilà. Donc en fait, au niveau des insécurités, ce qui est important, c'est sur ces thématiques-là, c'est de se faire accompagner justement par la gendarmerie pour assurer les gens d'abord, et de faire une expérimentation. En général, ça part comme ça. Quand on part sur des extinctions, les communes font une expérimentation sur 6 mois, et si ça se passe bien, en général, la mesure est pérennisée. Après, bon, comme m'a dit un des capitaines de gendarmerie là de Moggio, il m'a dit vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y ait un groupe. Alors il me disait que par exemple il y avait des groupes d'Albanais, les mecs c'est vraiment des professionnels, et en fait ils te font toutes les maisons dans la même nuit. Et en fait, qu'il y ait de la lumière ou pas, c'est pareil. Voilà, ça on peut pas. Voilà, ils peuvent rien faire pour ça. Donc c'est un peu des commandos du cambriolage apparemment. Voilà, mais en fait, ça n'a pas d'impact que ça soit éteint ou pas. Là, lors de réunions publiques, ce qui a été évoqué, c'est plutôt l'insécurité piétonne pour des personnes qui sortent à pied, et donc là, qui peuvent un peu se casser la figure selon l'état de la route, etc. Voilà. Après, il faut savoir que les extinctions nocturnes, en général, elles se font sur minuit, 5 heures du matin. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent dans la rue. Ça, c'est sur ces créneaux-là, hein, il y a quand même très peu de monde. Donc voilà. Donc au niveau des désavantages, on va dire que c'est ça. Mais globalement, ça se passe quand même bien. Mais après, vous avez toujours des gens qui se sentent en insécurité de pas voir, par exemple, la rue depuis leur fenêtre à l'intérieur de chez eux. Voilà, et notamment des personnes âgées. En fait, toutes les personnes qui se sentent faibles, hein, donc des personnes âgées, ou je sais pas moi, une femme toute seule avec un bébé à la campagne, voilà, eux, c'est des personnes qui peuvent se sentir fragiles et plus vulnérables. Mais en fait, dans les faits, c'est pas le cas. Ok, bah merci. Du coup, je retiens un peu deux choses assez intéressantes. C'est par rapport au coût de l'énergie. Enfin, en fait, c'est peut-être une fausse bonne idée, le coût que ça implique d'avoir des LED, etc., par rapport au coût, enfin, au coût biodive que ça va intégrer, et qu'il y aurait une étude aussi sur l'acceptabilité de la noirceur, on va dire, qui serait intéressante, quoi, par rapport au risque vraiment engendré. Mais voilà, merci beaucoup. De rien. Bon, on peut s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Ok. Juste pour réagir là dans le chat, Nicolas, ce que tu disais, le rouge peut être aussi mauvais pour les chauves-souris. Alors, ce que je vous ai dit, c'est un peu des généralités. Effectivement, on sait que pour l'ensemble de la biodiversité, globalement, il ne faut pas de lumière qui émette dans le bleu. Parce que c'est ça qui perturbe. Mais en fait, on s'est aperçu que selon les espèces, selon les groupes d'animaux et selon les espèces, elles n'ont pas toutes la même sensibilité aux différents types de spectres. Donc, il y a des espèces effectivement qui peuvent être quand même impactées par le rouge. Mais on va dire, c'est le plus favorable quand même sur l'ensemble des espèces considérées. C'est pour ça que voilà, qu'on part vers des couleurs ambrées maintenant de lampes. Mais effectivement, il y a des espèces qui sont un peu perturbées par le rouge, mais qui sont moins perturbées par je ne sais plus quelle couleur de spectre. Enfin voilà, il y a quand même une variabilité dans la biodiversité à cette sensibilité. Oui, complètement. Je m'étais amusé à poster ça parce que c'est sorti hier. C'est juste pour ça, voilà. C'était ça. Ouais, tout à fait. C'était à préciser, bien vu. Ouais. Donc après, ceux qui sont un peu intéressés par la thématique, donc là il y a le guide Trame Noire qui va sortir là, auquel on a contribué, et qui récapitule un petit peu toute la connaissance et les problématiques, que ça soit au niveau des données, des cartographies, et ensuite des bonnes pratiques plus à l'attention des collectivités. Voilà, donc si ça, alors je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez me les demander et je vous les transférerai en off, les dernières versions, voilà, avant que ça sorte. Juste pour compléter ta dernière remarque aussi, c'est pour ça que l'idée c'est d'avoir des spectres d'émission très étroits en fait, parce que les LED blanches, elles émettent dans toutes les couleurs, alors que certaines lumières n'émettent que dans le rouge, que dans le vert, on va dire. Et du coup, si on émet que dans le rouge, bah, on embête un certain nombre d'espèces, mais que celle-là. Alors que si on émet partout, on embête tout le monde.
Ok, bon, bah, merci à tous les deux en tout cas. Merci. Et puis, si vous pouvez m'envoyer vos slides quand vous aurez Oui. le temps, ce serait Ok. cool. Pas de souci. Et puis bah, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Salut.